François Richard, merci d'avoir eu la gentillesse d'accepter de revenir. En fait, nous avons eu une soirée avec vous qui était la soirée normale du mois à Oedipe et malheureusement nous avons eu des problèmes techniques, comme vous savez, avec ces Zooms auxquels on est assujetti depuis un certain temps. Il y a eu des problèmes techniques. Voilà, donc on vous a proposé, vous avez la gentillesse d'accepter de revenir. Bien sûr, ça ne sera pas une reproduction de la soirée précédente, ça on ne peut jamais. Peut-être qu'il y aura des aspects de la vidéo qu'on a pu récupérer qui seront introduits à l'entretien, mais nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui et que cette soirée ait lieu sur notre site. Mais je voulais rappeler que nous suivons vos livres, puisqu'en 2011, Max Kohn avait fait un passeur de livres sur votre livre sur l'actuel du malaise à l'époque, qui est sorti dans Penser rêver, je crois. Oui, aux C'était éditions de l'Olivier. de l'Olivier, oui. Et je crois que vous poursuivez toujours cette question que vous avez sûrement depuis 2011 enrichie. Et est-ce que les choses se posaient tout à fait de la même manière en 2011 et aujourd'hui? C'est une question qu'on aura peut-être à débattre tout à l'heure et que Jean-Jacques va aussi peut-être poser. Alors, c'est un livre, si j'ai bien compris quand même, qui rassemble beaucoup de choses Oui, que vous avez développé plus largement dans d'autres livres. c'est un petit peu différent des livres précédents, puisque là, je récapitule un peu l'ensemble de mon parcours. Oui. Mais c'est un livre original. Son écriture, le texte est inédit, même si j'y intègre des éléments de réflexion antérieurs, tout en les prolongeant. Cette fois-ci, je crois beaucoup plus. Il s'intitule Le surmoi perverti, bisexualité psychique et état limite. Autant dire qu'il y a plusieurs sujets qui sont réunifiés, et c'est à vous de me dire dans la discussion d'ailleurs si cette tentative de pensée globale parvient à ses buts. Oui. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Jean-Jacques, parce que c'est Jean-Jacques qui vraiment a travaillé votre livre, et je vais lui passer la parole tout de suite. Bon, ben, merci de m'avoir passé la parole et bonjour François Richard. Donc Délia a déjà dit quelque chose, déjà un peu répondu, mais je vais peut-être revenir sur ce que je crois être le propos et l'ambition du livre. Je crois qu'avec ce livre, vous proposez à vos lecteurs de réfléchir avec vous à l'interaction entre la clinique des états limites, avec l'Oedipe déformé, et l'évolution psychosociale de la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, il y a une espèce de constat de départ qui est exprimé très très fortement dans ce que vous dites. Il y aurait une sorte d'injonction paradoxale dans la culture d'aujourd'hui, entre une idéologie de la libération sexuelle et la résurgence d'un certain puritanisme, une sorte de néo-puritanisme. Ce paradoxe, c'est ça que vous appelez en gros surmoi perverti, vous allez pouvoir nous en reparler. Mais la névrose n'a pas disparu. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez important. Ce n'est pas parce qu'on parle d'état limite que la névrose a disparu. Par contre, elle est débordée, elle se voit débordée par un trouble existentiel proche de la détresse. Les états limites deviennent ainsi un fonctionnement prévalent dans la clinique. Ils révèlent, ces états limites, un trouble de la subjectivation entre sexe et genre. Trouble qui est en résonance avec l'impossibilité dans la culture d'intégrer que la féminité d'un homme n'est pas celle d'une femme, que la masculinité d'une femme n'est pas exactement celle d'un homme. Et peut-être que c'est un impossible à concevoir ou à dire dans la culture, alors que la notion de bisexualité est quand même peut-être un petit peu rentrée dans le langage commun. Les troubles du genre, tout ce qu'on entend sur la dysphorie de genre, etc., parle finalement de bisexualité. Donc il y a une espèce là aussi, de paradoxe entre les mots pas les mots pour le dire, et quelque chose qui circule,
qui est un petit peu aussi, qui a à voir avec un peu la vulgarisation et la diffusion des concepts analytiques. Alors à partir de ce constat, il y a pour vous comme une urgence à repenser l'articulation entre trouble de la subjectivation, sexe et genre, donc le type déformé, et l'évolution des références psychosociales qu'offre la culture d'aujourd'hui. Mais avant d'entrer sur le fond, je voudrais reprendre ce qu'avait fait Delia tout à l'heure, c'est dire que ce travail, voilà, il condense énormément de réflexions que vous avez depuis 35 ans. Le livre d'aujourd'hui, outre qu'il paraît répondre à une urgence de parler de la clinique et de parler de la théorie, me paraît constituer aussi donc un moment fort dans ce qui est une recherche. Une étape dans laquelle on reprend des hypothèses, on retravaille des hypothèses, et en même temps on laisse les hypothèses ouvertes. Et c'est ça qui fait quelque chose de passionnant dans le livre. C'est qu'on est convié à partager des hypothèses et en formuler. Voilà. En outre, on a quelque chose qui est, je dirais, permanent tout au long, c'est l'aller-retour entre l'observation un peu anthropologique, la réflexion théorique et la clinique. Et tout ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire qu'il y a même trois parties. Il y a une partie sur le surmoi perverti, où on a essentiellement des observations sur les grands mouvements de la société. Il y a une partie très métapsychologique au milieu, qui est la partie sur la bisexualité. Et puis il y a une partie qui est très clinique, qui est sur la psychothérapie des états limites. Donc ces trois parties, elles s'enchaînent remarquablement bien, puisque on part d'un certain nombre de constats diagnostiques, on fait une réflexion métapsychologique un peu approfondie, et puis on dit ce qui se passe. Mais en même temps, dès le début, on a des cas cliniques, on les a presque tout au long. Si ce n'est pas des cas cliniques, c'est des références littéraires, par exemple. Et donc, en permanence, il y a cette maïeutique qui fonctionne. Voilà. Alors, ça me rappelle quelque chose qui est que un auteur, on en reparlera éventuellement, mais je me souviens avoir vu quelque part qu'un auteur disait à propos de Freud que Freud avait inventé la cure par la parole. Mais en fait, il a inventé aussi la cure par l'écriture. Et puis, peut-être que la cure par l'écriture, c'est aussi une cure par la publication. Publier, c'est un acte très important pour un analyste. C'est un acte d'auto-analyse. Voilà. Donc, je vous interroge là-dessus. C'est une belle façon d'introduire la discussion, puisque nous parlons tous les deux ensemble, tous les trois ensemble. Dans le prolongement de ce débat de l'autre jour, où il y avait une assistance la plus nombreuse qui me mettait en mouvement dans le plaisir d'être dans le groupe. Et en effet, ce livre-là, je l'ai voulu plus écrit. Alors même que dans les histoires de cas cliniques, je donne la parole aux patients, à la fois en style indirect libre, mais aussi très souvent en reconstituant des sortes de conversations psychanalytiques entre les patients et moi, un peu dans un registre de théâtral, d'une certaine façon. Et pourtant, tout cela est totalement écrit, réécrit. Per via de levare, disait Freud, à propos du travail du sculpteur, qui est plutôt du côté de l'analyse, qui est pur, qui enlève de la matière, qui liquide les symptômes, alors que le psychothérapeute serait comme le peintre, qui toujours rajoute, dans un registre peut-être plus winnicottien, de la contenance, des paroles rassurantes, du holding, etc. Donc je suis dans ce registre-là, et comme vous le dites, d'un bout à l'autre, c'est de la psychanalyse. Je dialogue moins que dans le livre précédent, L'actuel malaise dans la culture, avec les sociologues, les philosophes, les anthropologues, la philosophie politique, tout en étant dans une démarche où la préoccupation culturelle et sociétale recoupe une préoccupation de revérifier la légitimité de nos concepts psychanalytiques aujourd'hui,
à la fois dans le dialogue avec les autres disciplines, est-ce qu'on arrive à se faire entendre, et aussi dans les résultats thérapeutiques avec nos patients qui ont des fonctionnements limites, ou avec des adolescents, ou des sujets qui seraient proches de la psychose sans être vraiment psychotiques. Ce que j'ai cru pouvoir regrouper sous l'appellation de l'Oedipe déformé, et je crois que après avoir terminé le livre pendant il y a plusieurs mois, je dirais plutôt aujourd'hui distordu. Hein, c'est-à-dire c'est un Oedipe qui non seulement est déformé sous des chocs traumatiques au cours de l'existence, par exemple, qui peuvent advenir à l'adolescence ou chez l'adulte, mais c'est un Oedipe qui serait d'emblée distordu parce que les identifications primaires oedipiennes aux deux parents se font d'une façon précaire, insuffisante, instable, ce qui est tout à fait corollaire du fait que le sujet, très tôt, baigne dans une atmosphère sursexualisée, mais c'est une sursexualisation incestueuse, incestuelle, plus prégénitale que génitale. Et c'est quelque chose qui va rester prégnant ensuite dans cette facilité qu'ont des sujets adultes, tant qui n'ignorent pas la névrose, qui sont bien organisés par des références oedipiennes, mais à passer à l'acte, à se livrer à des processus primaires sans limite. Et c'est quelque chose que porte la culture et qu'encourage la culture contemporaine. Il suffit de regarder des séries télévision, d'écouter la radio, de voir les faits divers, d'observer autour de nous un certain nombre de comportements. Hein, c'est devenu très fluide, on y va, facilement. Alors, quand même, par rapport à l'époque de l'actuel malaise dans la culture, il y a des choses qui sont arrivées dans la civilisation, dans l'environnement, etc., et qui n'étaient pas forcément encore bien perceptibles, qu'on ne pouvait pas forcément identifier. Il y a le djihadisme. Chapitre qui manquait dans le premier livre. Voilà. Il y a la cyberpornographie, qui a changé de dimension. Il y a le complotisme. 3 chapitres nouveaux qui sont dans ce livre-là, au cœur du chapitre central de la première partie qui s'appelle « Le surmoi perverti », justement, lequel, c'est un oxymoron. Si le surmoi est perverti, c'est plus un surmoi, on le comprend, évidemment. Hein, mais c'est Freud qui en a parlé dans Malaise dans la culture en 1929. Il voyait bien que ce qui se passait en Italie, en Allemagne, peut-être aussi dans d'autres pays européens, c'était le fait que le principe d'autorité, sous couvert de sa grande moralité, était perverti par une violence sadique, où les éléments pulsionnels que la civilisation doit tempérer s'expriment à outrance. C'est ce qui s'est passé après 1933 en Allemagne. Hein. Bon. Où l'ordre était un ordre pervers. Oui, et sur cette question de la perversion de l'ordre, hein, vous parlez aujourd'hui de cette injonction paradoxale, finalement, entre libération sexuelle et néo-puritanisme. Mais si je regarde un peu, finalement, d'où vient cette perversion du surmoi, et vous faites référence précisément à 1929 et à l'époque nazie, j'ai cité l'autre jour dans l'entretien le livre de Johann Chapoutot qui s'appelle « Libre d'obéir ». Et il montre très bien, comme aussi Klemperer l'avait montré dans La langue du Troisième Reich, etc., qu'on a aujourd'hui, dans la culture, des références et des lignes de force qui sont déjà là dans les années 30. Absolument. En particulier, il montre parfaitement comment, le sous-titre de son bouquin, c'est « Management et barbarie ». Et on voit comment il a repéré dans le fonctionnement du système nazi exactement les lignes de force de ce qu'est aujourd'hui le management vers les entreprises, tel qu'il est enseigné dans les écoles de commerce, etc. C'est-à-dire la liberté d'être soi-même le moyen d'une fin à laquelle on n'est pas invité. Ou on est invité sans avoir la possibilité d'y souscrire, de la définir. Voilà. C'est-à-dire, faites par vous-même, soyez vous-même vos propres responsables d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés. Et ça, c'est une crise très importante
représentation psychique, c'est-à-dire être auto-entrepreneur, être entrepreneur de soi. Nous avons aujourd'hui plein d'offres de psychologie adaptative, de coaching, etc., qui disent effectivement, soyez votre propre entrepreneur pour être performant. C'est une vaste illusion, dans la mesure où c'est le développement de l'individualisme contemporain dont parlait déjà l'école de Francfort, Adorno, Marcuse, que Marcel Gauchet a développé récemment, d'autres auteurs aussi, Lipovetsky, etc. Cette face, ou un livre récent d'Elisabeth Roudinesco aussi, être soi-même comme un roi, cette illusion adolescente de pouvoir s'auto-engendrer dans une sorte de légitimité absolue de la conscience de soi, qui néglige d'ailleurs toute la partie inconsciente de soi-même, produit des individus qui se croient chacun unique en son genre. C'est un des mots que je fais revenir souvent dans mon livre, en parlant par exemple du président Schreiber, qui serait un des premiers transgenres à se vouloir baroque et unique en son genre dans l'image qu'il construit au miroir. Il n'est ni homme ni femme, mais lui, Schreiber, ce cas unique, extraordinaire, dont parlera Freud dans sa singularité, pour exister, pour surmonter cette détresse existentielle dont on parlait tout à l'heure, que vous citiez, que vous repreniez de mon ouvrage. Tous ces individus qui croient aller jusqu'au bout d'eux-mêmes dans leur singularité sont des consommateurs qui constituent une masse, cette masse moderne, mais dont parlait déjà Tocqueville par le passé, que Freud d'ailleurs cite rapidement à propos de la démocratie dans Malaise dans la culture, pour la critiquer aussi à l'égal de la Russie soviétique et des fascismes européens. Ces individus qui se croient uniques et totalement indemnes de toute fascisation possible, de tous les totalitarismes, sont les premiers à s'y reprécipiter dans les réseaux sociaux et dans la numérisation de la pensée. Alors vous citiez le chapitre que j'ai fait dans ce livre sur la consommation cyberpornographique par les adolescents, pour y noter que ce n'est pas tant le contenu sexuel qui serait là à mettre en cause, mais le caractère à la fois obsessionnel du numérique. On peut toujours passer d'une image à une autre en cliquant, et à la limite l'image est vide, mais c'est le fait de passer compulsivement d'un cadre à un autre cadre, et ceci sans fin, favorisé par l'Internet, dans une sorte de flottement déréalisant, qui n'est pas non plus la schizophrénie ou la psychose, qui est ce flottement où on est installé dans la limite en quelque sorte. Nous sommes libérés, nous sommes possiblement en droit d'avoir les relations humaines que nous souhaitons avec les autres, et les sexualités, les orientations, les façons de faire l'amour que nous voulons. Ce n'est plus considéré comme de la transgression, mais chacun sent que tout cela n'est pas non plus de la normalité à l'ancienne, l'ordre normal, c'est d'autre chose dont il s'agit, et c'est une sorte de vaste flottement que peu d'entre nous ont la force psychique de pouvoir supporter. D'où ces soudains décrochages dépressifs, psychopathologiques vers les addictions, vers des passages à l'acte, parfois violents, des engagements dans des idéologies mortifères, de la part de sujets qui n'y étaient pas forcément préparés de longue date, comme certains djihadistes par exemple, mais aussi certains complotistes sur des thèmes qui n'ont rien à voir avec le djihadisme, et d'ailleurs dans un registre inquiétant, où toutes ces personnes qui se découvrent dans ce flottement, ce trouble de la subjectivation, comme disait Raymond Kahn, ou André Green d'ailleurs aussi d'une certaine façon, ce désêtre, disait Lacan, trouve une néo-identité, croit trouver un sentiment intime de néo-identité, mais qui est un leurre. Il y a bien un sentiment d'identité, mais il n'y a pas d'identité. Il reste des identifications oedipiennes, dysfonctionnelles, inefficaces. Je crois que beaucoup de nos collègues empruntent ce terme de trouble identitaire narcissique parce que ça leur donne l'impression d'avoir une réponse un peu consistance aux difficultés de leur patient et à leur difficulté à penser leur clinique, mais c'est un mot magique. Comme disait Wittgenstein, enfin, il nous faut réinterroger les mots que nous employons, et considérer que parfois certains mots sont des slogans idéologiques, presque religieux. Je crois qu'identité en fait partie. Avant de finir ce passage sur la première partie, finalement,
je voudrais vous faire passer un petit bout d'enregistrement de la séance de l'autre jour. C'est quand on a entendu Samuel Le Pastier. Donc quand il m'interroge, quand Samuel voilà. Le Pastier intervient par Zoom Voilà. et m'interroge, mon collègue Donc et ami. je vais vous le passer. Effectivement, ton livre donne énormément à réfléchir et il faudrait sans doute revenir sur chaque page et chaque proposition. Il y a une question que je me pose depuis des années et à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est que nous avons tendance à opposer un passé névrotique, structuré, au monde actuel où finalement tout serait sans dessus-dessous. Or, aussi loin que je remonte dans notre pays, il y a tout, le monde, notre société a toujours été sans dessus-dessous. La Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, la crise économique 29, le nazisme, 14-18, au 19e siècle, un changement de régime tous les 15 ans environ. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous percevons une stabilité, une modification est apparue? Alors peut-être que pour la première fois, l'homme est capable de modifier sa filiation, de modifier son genre, son sexe biologique, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui touche en profondeur. J'aimerais te poser une question pour un problème qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on pourrait imaginer que dans la littérature, on a en effet des citations classiques, et je pensais au Temps retrouvé de Proust. On voit bien que le narrateur, revenu après plusieurs années à Paris, décrit un changement de caractère. Des personnes qui ont démarré petitement occupent le premier rang du tableau et ils n'ont plus de connexion avec leur passé. Un refoulement s'est produit, un après-coup s'est produit. Or, il me semble que de nos jours, ce ne serait plus possible. Ce ne serait plus possible pour une raison très simple, c'est qu'Internet n'abolit pas simplement les barrières d'espace, mais aussi les barrières de temps. Lorsque nous laissons une trace, elle est en permanence sur Internet, il n'y a pas de possibilité d'oubli, d'effacement des souvenirs, de réélaboration, et par conséquent, il n'y a ni refoulement, ni après-coup, et Internet fonctionne un peu comme l'inconscient, même comme le SAS, c'est-à-dire des éléments très disparates, non contradictoires, hors temps, et qui amènent des sujets qui se retrouvent dans ce qu'on dit d'eux et les autres qui les jugent à partir de là, dans un système, au fond, on ne peut jamais sortir de la naissance, aucune construction n'est achevée. Alors je voulais savoir ce que tu pensais de cette proposition. Je suis en grande partie d'accord avec ce que dit Samuel Le Pastier, mais pas sur ce qu'il dit dans sa conclusion. Je me souviens que j'avais répondu, il me parle du temps retrouvé, tu me parles du temps retrouvé, et moi je te cite La mise à mort de Louis Aragon, où on voit toute une plongée vertigineuse du narrateur et de ses personnages dans une série de reflets en miroir qui dénotent tout à fait une crise identificatoire profonde, non seulement de Louis Aragon et de ses personnages, mais de l'époque dont il est en train de parler et où implicitement il dialogue avec les psychanalystes de façon évidente pour dégager Aragon d'une façon très fine et subtile. Souvent les écrivains le font aussi bien ou mieux que nous, pour dégager ce qui ne serait pas tout à fait ou bien la psychose ou bien la névrose, mais quelque chose qui, comme chez Joyce ou d'autres grands écrivains, se situerait dans un aménagement, une subjectivation très particulière qui joue de l'un contre l'autre en permanence. Alors quand même, ce que dit Le Pastier est assez juste, à ceci près que je crois qu'il y a quand même refoulement, parce que l'Internet, bien oui, nous rappelle des données, des datas, mais ce n'est pas la trace mémorielle intime, bien subjectivée. C'est-à-dire qu'au contraire, aujourd'hui, plus il y a de données qui restent sur Internet déposées, moins il y a de mémoire. On dirait qu'on a tout oublié de ce qui se passait même il y a 20 ou 30 ans, que la gauche contemporaine d'aujourd'hui a oublié les grands débats au sein de la gauche il y a 20 ou 30 ans ou il y a 40 ou 50 ans.
que des auteurs écrivent des livres, qui répètent des idées qui ont été déjà développées par des auteurs qu'on ne lit plus, mais qui disaient à peu près la même chose il y a 70 ans. Et c'est partout comme ça. Donc il y a une sorte d'amnésie qui ressemble beaucoup à celle que décrit Proust, hein, où personnage secondaire dans la recherche revient à Paris après avoir été éloigné, je crois même qu'il a été en prison. Non, que le narrateur revient et retrouve Morel, qui était un personnage secondaire, qui était un petit peu un petit voyou qui est devenu un grand bourgeois, et tout le monde, tout est transformé à Paris, il ne reconnaît plus rien. Et il y a une sorte d'effet d'ébranlement, de dépersonnalisation presque qui s'empare de lui, qui pourrait être comparé à ce que nous ressentons, de ce que nous voyons du monde contemporain autour de nous, mais aussi parfois dans certaines séances avec certains de nos patients. Et là, le recours au dialogue, non seulement avec les philosophes, les sociologues que je citais tout à l'heure, mais aussi avec les écrivains et les historiens, nous permet quand même de nous refonder dans quelque chose de beaucoup plus solide qui relativise un peu ce trouble particulier de la psychologie collective qui est important, dont il ne s'agit pas de dire qu'il est absolument nouveau et qui nous mène vers une sorte de post-historicité ou d'apocalypse, mais simplement qu'il est spécifique et que nous devons travailler à bien saisir quelle en est la spécificité au niveau où nous pouvons le faire, c'est-à-dire dans notre clinique. Et alors, je reviens à mon thème. J'ai voulu le faire avec des cas cliniques que j'ai construits comme étant les plus réalistes possibles, tout en sachant que c'était une reconstruction, que c'était un mode de fiction, presque un genre littéraire au fond, hein, que d'écrire des cas cliniques, où néanmoins, par un souci éthique important, j'essaye de restituer non seulement ce qui se passait dans la cure, de la parole du patient, son évolution, mes interprétations, mais aussi ce qui se passait à l'intérieur de moi. Hein, le contre-transfert, mes différents transferts sur mes patients, parce que ce n'est pas seulement le contre-transfert, mes processus de pensée, les idées qui me venaient, les doutes qui s'emparaient de moi, les préoccupations théoriques, mon besoin d'aller relire tel ou tel texte de Freud, parce que c'est présent d'un bout à l'autre, de relire à peu près toute l'œuvre freudienne, pour à la fois vérifier ce que nous pouvons en garder comme efficace aujourd'hui et peut-être d'autres points les laisser de côté. Et j'ai eu la surprise en faisant cela, parce que je l'ai fait dans un premier temps pour un congrès des psychanalystes de langue française en 2019, où j'étais rapporteur sur la question de la bisexualité psychique. Hein. Et dans ces cas-là, quand on fait ce genre de rapport, on reprend Freud, on le relit de façon contemporaine, et j'ai eu quand même la surprise de découvrir moi-même un Freud beaucoup plus moderne qu'il n'y paraissait dans la façon dont il était traité par les auteurs que j'admirais, qui m'avaient formé moi-même, des auteurs que je cite dans le livre, des collègues de la Société psychanalytique de Paris comme André Green et Raymond Kahn, mais en deçà de Winnicott qui est très présent, Lacan que j'ai redécouvert d'une autre façon en travaillant cette problématique de l'Oedipe distordu, parce que j'ai découvert les premiers textes de Lacan sur les perturbations des identifications spéculaires, le texte de 1938 sur les complexes familiaux et les premiers textes des années 46-47 sur le stade du miroir, et puis beaucoup d'autres auteurs. Et j'ai trouvé mon miel, mais en même temps, je constatais que leur lecture de Freud était sous influence de leur époque, hein, et que si on relit Freud aujourd'hui, on y trouve de très nombreux passages qui sont précurseurs, en particulier des nouvelles théorisations sur le genre qui se sont développées dans le prolongement de l'œuvre de Judith Butler, elle-même en dialogue avec Derrida, Foucault et Freud lui-même, hein, le premier des 3 essais sur la théorie sexuelle, ce que Freud dit de la mélancolie, le thème de la bisexualité qui parcourt absolument tous ces textes, hein, c'est surprenant, jusqu'au banquet de Platon, qui est présent et chez Freud et chez Lacan. Bon. Donc il y a comme une boucle culturelle qui s'accomplit. Hein, au point où on en est aujourd'hui de cette crise de la modernité, de cette nouvelle façon de penser qui est maintenant très répandue,
sur la question sexe et genre, nous pouvons reprendre la psychanalyse et découvrir qu'elle était sans doute à l'origine, qu'elle était la première discipline qui a pu penser cela de façon cohérente, parce qu'on trouve chez Freud l'idée d'une série qui va du masculin au féminin et du féminin au masculin en permanence dans la psyché de tout un chacun, qu'il soit né anatomiquement homme ou femme, et on trouve aussi une autre variation permanente chez tout un chacun, qui soit névrosé, état-limite, pervers, psychotique, une autre variation entre ce que Freud appelle le polymorphisme pervers infantile, qu'on peut appeler le polymorphisme tout court, parce qu'en fait ce n'est pas de la perversion au sens moral, et quelque chose qui serait plus unifié du côté d'une relation stabilisée à autrui dans ce que Freud appelle la génitalité, qui ne se limite pas à l'hétérosexualité. C'est une erreur de croire que Freud dit cela. Il y a des textes où il parle de la génitalité à propos d'un amour entre deux femmes, par exemple, au sens d'un fort investissement interpersonnel entre deux personnes et avec une sexualité entre deux corps adultes. Cette reprise de la lecture de Freud, elle nous amène vers précisément le concept de bisexualité et, j'allais dire, peut-être la bisexualisation, c'est-à-dire l'origine de la bisexualité, son fondement, ce qui permet d'en faire un invariant, c'est-à-dire le maternel originel. Alors, il y a toute une question sur la question de la représentation. Oui, c'est le chapitre central, difficile, condensé, que je préfère dans mon travail, sur la bisexualité, l'inceste et la mort, ou l'incommensurable, l'inceste et la mort, où je mets l'accent sur ce qui serait peut-être, c'est une hypothèse absolument irreprésentable, même dans les cas où il y a un défaut très profond du refoulement originaire et des phénomènes hallucinatoires, de type psychotique qui se produisent, quelque chose d'irreprésentable de la situation incestueuse comme accomplie complètement. Les désirs incestueux peuvent être tout à fait ressentis de façon consciente, chez le petit enfant évidemment, et chez certains adolescents au moment de la puberté, où ils sont très perturbés par la montée pulsionnelle qui vient réveiller les traces des désirs infantiles pour les deux parents, tels qu'ils se situent dans la toute petite enfance. Mais la représentation complète d'un couple incestueux est quelque chose de tellement interdit anthropologiquement et aussi de tellement perturbant pour la pensée et de tellement excitant psychiquement qu'il y a quelque chose qui se désorganise à ce moment-là chez le sujet, de sorte que ça n'est représentable que partiellement ou de façon déplacée dans des symptômes. Et les symptômes peuvent inclure des troubles du comportement et des conduites. Alors, cette hypothèse m'est venue en lisant un passage de 1931 de Freud sur la féminité. Il était à l'époque dans son dialogue avec Mélanie Klein et avec Lou Andrea Salomé. Il y a deux femmes qui sont là, en fait, avec lui dans ce texte, où il dit « J'ai sous-estimé, en fait, l'impact de la relation maternelle primaire dans le développement de la petite fille et de la femme. Quand on lit le texte, on comprend que ça peut être appliqué au petit garçon et à l'homme exactement de la même façon. Et il dit c'est quelque chose qui va être là comme une trace dans toute la vie. Il faudra régulièrement reprendre la nécessité de s'en défaire, de s'en éloigner, de s'en autonomiser, de s'en différencier. Et il dit on peut entrevoir régulièrement dans la psyché de nos patients, mais il parle sûrement de lui aussi, et de son propre rapport à sa mère. Et dans son auto-analyse, dans l'interprétation des rêves, il y a un très beau rêve sur une figure de mère morte qui reste un peu énigmatique. Et il dit on entrevoit un fantôme blanchi par les ans. Mais on l'entrevoit. On entrevoit les traces primitives des premiers mois de la vie. C'est même pas 3, 4, 5 ans. Ce dont Freud là parle, c'est avant les 3 ans. C'est-à-dire ce à quoi se sont attachés des psychanalystes post-freudiens qui se sont intéressés à ces relations précoces mère-enfant, le plus connu étant bien sûr Winnicott, mais il y en a beaucoup d'autres.
Et même la façon d'ailleurs dont Lacan parle du stade du miroir est une façon de parler de cela. Alors, c'est là que se situe, pour moi, la distorsion psychique originaire que nous devons traiter dans ces analyses qui sont devenues souvent beaucoup plus longues qu'à l'époque de Freud, hein, où on voyait les patients à 2, 3 ans, avec un nombre de séances assez élevé par semaine. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des patients qui durent très longtemps, qui traînent très longtemps chez leur analyse, qui refont des traitements plus tard, qui reprennent, et les analystes eux-mêmes qui font des analyses beaucoup plus approfondies, qui reprennent des tranches d'analyse, de sorte qu'ils en viennent à connaître ce qu'on peut appeler l'archaïque, parce que c'est de cela dont on parle, hein, cette situation précoce où la psyché de l'infance ne sait pas exactement ce qui est, dans certains cas, ce qui vient de lui et ce qui vient de la mère, de l'objet premier, dans une transaction où ils ne sont pas symbiotiques, ils ne sont pas identifiés. On n'est pas dans la psychose, hein. Il y a une différence, il y a un sujet. Mais parfois, on ne sait pas très bien qui est à quoi et qui est à qui. Et ça, c'est quelque chose qui existait, le Pastier n'a pas tort à cet égard, qui existait déjà à l'époque de Freud, simplement. Les analyses des premières générations ne le savaient pas très bien, parce qu'ils ne poussaient pas leur analyse jusque dans ces ultimes retranchements, ce que nous faisons maintenant. Je vais juste passer la parole à Denis. Comme vous avez parlé là de ce féminin maternel auquel, l'archaïque dont vous parlez, auquel bien sûr garçons et filles on est confrontés, je voulais reprendre un petit peu ce que vous aviez quand même aussi travaillé dans votre précédent livre sur la question du père. Alors, et dans celui-ci, vous dites qu'effectivement, vous insistez sur la question de la tiercité. La question du père du côté de la tiercité, peut-être pas celle qu'on envisage aujourd'hui, du côté plutôt de la perte, de la question paternelle. Est-ce que vous pourriez nous dire, puisque c'est aussi quand même un recours contre cette question du maternel insondable, mais dont il faut quand même un peu sortir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce paternel qui pourrait faire tiers? Et après, je vais reprendre aussi peut-être des choses comme ça. C'est très juste. C'est formidable d'avoir des vrais lecteurs, hein, qui vous renvoient votre pensée comme étant mieux comprise que par soi-même quand on a pensé et écrit. Mais franchement, hein, c'est vrai, je me rends compte en vous écoutant. J'avais fait un chapitre assez approfondi, c'était l'actualité de l'époque, dans le livre précédent, L'actuel malaise dans la culture aux éditions de l'Olivier. J'avais fait un chapitre développé sur les nouvelles parentalités qui était issu d'un article qui était d'abord paru dans la revue Pensée rêvée que dirigeait Michel Gribinski. Et j'avais fait un article assez complet sur les débats sur les néoparentalités par un couple de deux femmes, de deux hommes, d'une femme seule, peut-être même d'un homme seul, ou voire même groupal. Enfin bon, j'essayais de réfléchir à cela en montrant d'une part que ça posait des vraies questions, mais qu'en même temps, ça ne posait pas non plus des problèmes aussi dramatiques que le craignaient certains. J'étais dans une sorte de vision intermédiaire avec une double approche. Celle de mes patients, parce qu'il se trouvait que j'avais plusieurs patients qui étaient dans ces situations-là, et je me rendais compte que tout naturellement je les accompagnais, et qu'à aucun moment je n'étais dans une vision moralisatrice à prendre parti de façon philosophique par rapport à eux, que j'accompagnais leur processus de subjectivation dans ces voies compliquées au mieux pour eux, hein. Et je montrais la complexité de ces situations. Et c'est d'ailleurs de là d'où vient mon idée d'Oedipe distordu 10 ans plus tard. Puisque je considérais que même dans ces situations de néoparentalité complète avec des parentalités homosexuelles, telles que je les observais chez mes patients, il y avait toujours un triangle. Et que ce n'était pas seulement un triangle parce qu'un des deux parents n'était pas pareil que l'autre. Parce qu'il y a toujours une différence dans un couple homosexuel
entre deux personnes parce qu'elles ne sont jamais identiques l'une à l'autre par définition. Donc il y a toujours une différenciation. Hein. Donc ce fantasme qui aurait qu'une sorte d'homogénéité psychotisante si les deux parents sont du même sexe est fausse parce que de toute façon ils sont différents en tant que sujets. Mais plus que ça, je découvrais que ces sujets étaient toujours organisés par un complexe d'Oedipe dans leur propre généalogie, qui avait toujours du masculin qui était dans la psyché de l'une des deux femmes si elles étaient deux mères avec des enfants, ce qu'on trouve peut-être plus souvent que de deux pères avec des enfants. Hein. Et que donc on avait toujours affaire à un complexe d'Oedipe, mais organisé très différemment. Hein. Et j'étais dans une sorte d'illustration, défense et illustration d'un Oedipe transformé complexe, où on trouvait toujours quelque part, même en absence, et peut-être surtout en absence dans toutes les critiques qu'on pouvait lui adresser, et qui n'ont cessé de se développer dans les attaques assez vindicatives contre le patriarcat depuis une dizaine d'années, et d'ailleurs souvent à juste titre, par-dessus le marché, une attente, un besoin d'un père qui serait le père qui pourrait tenir de façon légitime et efficace cette fonction paternelle tiercéisante que les hommes, dans la réalité, auraient bien du mal à accomplir dans certains cas, quand même pas toujours. Bon. Donc j'étais plutôt dans l'idée que cette crise du père dont on parlait il y a 10 ans, mais il y a déjà bien longtemps, parce que Freud en parle déjà dans Malaise dans la culture, il reprend le propos de l'éducateur viennois Echorn, qui avait fondé les premières maisons pour adolescents fugueurs délinquants. Et il montre que les adolescents délinquants souffrent d'un défaut d'autorité paternelle, et c'est pour ça qu'ils ont fugué sur les routes et se sont comportés comme des voyous transgressifs de la loi. Et Freud les compare aux adolescents complètement névrosés des familles viennoises des années 20 et 30, qui eux sont complètement écrasés par le pater familias qui domine la maison et qui contrôle la sexualité des enfants, garçons et filles. Trop d'autorité, pas assez d'autorité. Fonction paternelle problématique déjà dans la pensée de Freud, hein, pour lui. C'est la névrose, pour le patriarcat pour Freud. Hein. La névrose assurée dans ce qu'elle a de négatif, et pas seulement le côté positif de l'identification civilisatrice au père mosaïque du monothéisme. Alors revenons au temps contemporain. Donc je voyais dans cette crise du père d'il y a une dizaine d'années peut-être une chance pour enfin établir quelque chose de plus fonctionnel dans un renouveau de la paternité, plus équilibré par rapport à la fonction maternelle et à la place des femmes dans la société. Hein. Et tandis que là, c'est vrai que dans le dernier livre, Delia l'a bien vu, je parle beaucoup plus de la fonction tiercéisante d'une culture qu'il faudrait relancer face à un état de catastrophe de la culture dans les industries culturelles qu'on fait passer pour de la culture qui ne sont pas vraiment de la culture, hein, et même à l'université qui est quand même dans un état très problématique de transmission de la culture classique. Et je parle plus de tiercéisation telle que la fonction du psychanalyste pourrait l'effectuer. Et je parle moins de la fonction paternelle. C'est vrai, c'est très juste. Je parle plus du symbolique et moins de la fonction paternelle. Voilà. Justement, moi je voulais revenir un petit peu sur une intervention qui a été faite dans la réunion et qui appelait, qui fait cette transition avec ce qui se passe dans la cure, ce qui se passe dans le transfert et la façon dont ça se passe entre vous. Hein. Sur la question de l'oscillation masculin-féminin et sur l'adossement que le patient peut trouver éventuellement chez l'analyste en tant que c'est un des bénéfices de l'expérience, et maintenant ça fait, moi j'avais commencé à avoir mes premiers patients, j'étais assez jeune, j'avais fait une analyse assez approfondie, assez jeune dans la suite des remous de l'adolescence et de mai 68, hein. Et donc j'ai commencé à travailler non seulement comme psychologue clinicien avant d'être universitaire, mais aussi comme analyste assez jeune avec des vraies cures analytiques. J'avais juste 30 ans.
Donc ça fait un certain temps, et puis c'est peut-être aussi le bénéfice de l'âge, hein, et du vieillissement. Et là, c'est cette souplesse de ce dont Freud parlait déjà, la capacité de l'analyste à se mouvoir très librement dans son écoute associative quand il écoute le patient. Hein, il faut qu'il passe d'une position psychique à une autre. Et il m'est arrivé d'être surpris moi-même, de me sentir un peu dépassé et débordé dans des moments où la cure de certains patients était en difficulté, où je n'avais plus tellement de représentation vers où aller ces traitements, par des moments de mutatifs où eh bien, j'ai eu recours à ma propre capacité de mouvement interne de bisexualisation psychique, mais sans le vouloir. Par exemple, il y a une situation où il y a une jeune femme qui développe à un moment donné quelque chose qui m'inquiète, de passage à l'acte, ou par des sites internet, elle rencontre beaucoup d'hommes et se livre à un libertinage effréné, où elle entre dans des pratiques tout à fait consenties, mais où moi j'ai l'impression quand même où elle se met psychiquement en danger. Et à un moment donné, j'ai une phrase qui me traverse, où je me dis, mais comment puis-je me laisser traiter ainsi par tous ces mecs? Phrase qu'elle n'a jamais prononcée elle-même, qui me traverse comme si elle pouvait le penser, une phrase un petit peu irritée peut-être par son libertinage, comme si j'avais une réaction un peu moralisatrice de tiers un peu parental et qui s'inquiète pour son enfant, hein, mais où en même temps je m'identifie à la féminité d'une femme qui serait maltraitée par tous ces hommes maltraitants, bien qu'elle fût consentante et que ce fût elle qui allait les chercher sur le site. Et là, je me suis trouvé dans une situation psychique très particulière, à partir de laquelle j'ai pu reprendre un peu la direction de la cure et les interprétations adéquates qui lui ont permis très vite de changer complètement et de réorganiser son existence de façon mais vraiment tout à fait différente. Hein. Et il y a un autre passage avec un patient, lui, bisexuel réellement dans l'existence, et pas seulement psychiquement comme nous tous, ce qui est assez rare. Parce que de la bisexualité agie, on en rencontre très souvent. Mais généralement, elle tire d'un côté plus que de l'autre. Il n'est pas rare de trouver des traitements de patients homosexuels qui, au cours de leur analyse, découvrent tout d'un coup la bisexualité et des relations hétérosexuelles transitoires, ce qui à la fois leur fait plaisir parce qu'ils connaissent autre chose et ils se disent qu'ils ont ça à leur disposition, mais en même temps qui les déstabilise complètement parce que ça remet en cause la façon dont ils ont organisé tout leur système de vie. Donc c'est pas forcément si facile à vivre pour eux. Là, il s'agissait d'un patient qui vraiment fonctionnait très bien des deux côtés. Mais chez ce jeune homme, cet homme encore jeune, plutôt dira-t-on, qui avait une relation amoureuse avec une femme qu'il voulait préserver absolument et avec qui il avait un projet de construction d'une vie de famille avec des enfants, recourait à des moments homosexuels tout à fait bien vécus et assumés, qu'il comprenait très bien de lui-même sans qu'on lui interprète, comme une façon d'avoir un contact physique, sensoriel, sensuel, autant que érotique, avec un père qu'il avait dans sa propre vie de garçon, très peu connu, un père qui était parti, qui avait abandonné sa femme et ses enfants sans le sou, qui était très peu présent, et ce qui avait laissé ce garçon dans un état de blessure psychique extrêmement important. Donc tout ça, il le savait quand il venait me voir, mais il fallait qu'il le rejoue presque psychodramatiquement avec son psychanalyste. Et il y a eu une séance un peu surréaliste, où tout d'un coup, il était là, allongé à me parler sur le divan, j'étais derrière lui, et il s'est mis à imaginer qu'il rencontrait un homme qui lui plaisait, et il imaginait une relation sexuelle comme un peu fantasmée là, en direct sur le divan dans sa parole. Cet homme arrivait, se mettait sur lui, il était allongé sur le dos, cet homme se mettait sur lui, et il me racontait tout ça, lui dans une position comme s'il était à la place d'une femme, et cet homme qui venait sur lui. Et à un moment donné, je vois bien qu'il est en train de nous mettre en scène, nous deux, quand même, très clairement. Mais j'interviens plus sur un niveau du symbolique en lui disant
c'est comme si dans cet échange érotique avec cet homme que vous êtes en train d'imaginer et de me rapporter par des mots et dans votre parole, vous rejouiez dans un échange de paroles avec moi ce que vous n'avez pas pu échanger dans des échanges de paroles avec votre père, avec lequel vous avez si peu parlé. Je lui dis quelque chose à peu près cela. Hein. Et il me dit, mais c'est cela, je le savais, mais j'avais besoin de vous l'entendre dire. Hein. Et que ce soit comme un pacte qui se rejouait entre lui et une figure qui pouvait passer pour un père acceptable. Hein, à ce moment-là, par le détour d'une bisexualité érotique bien réelle dans son existence, hein, mais qui avait une valeur de construction du rapport à une paternité retrouvée. Donc là, quelque chose d'Oedipe, franchement, pour le coup, distordu à la base, hein, puisqu'il avait toute une sexualité à côté de son couple officiel auquel il était très attaché, de rencontres momentanées avec des hommes, mais aussi parfois avec des couples, des rencontres avec des sexualités compliquées, etc. Bon, voilà. Et qui s'avère être une quête d'une parole possible, d'une interlocution véritable avec quelqu'un qui l'écouterait, avec ce père qu'il n'avait pas eu. Parcouru pas mal de Oui. choses et j'espère aussi que ces rencontres donnent l'occasion à ceux qui les écoutent de lire votre livre, parce que c'est bien de le commenter, mais c'est encore mieux peut-être de le lire. Et c'est un peu le but qu'on a dit depuis longtemps. D'autant plus qu'il y a certains chapitres dont on n'a pas parlé du tout. Mais on ne peut pas parler de tout dans une rencontre, et il faut laisser un peu de marge pour que les gens aient la curiosité d'aller les lire. Alors, pour conclure sur la question de la bisexualité et de ce qui se passe dans l'analyse avec cette question-là, j'ai vu publier un livre, je pense, de quelqu'un de votre association, donc, sur le sexe de l'analyste. Oui, je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, bien sûr, c'est un ouvrage collectif de la Société psychanalytique de Paris. C'est plusieurs auteurs, et c'était à l'occasion de journées que la SPP avait organisées. Je sais que ça m'avait touché, ce thème, parce que c'est quelque chose dont nous débattions beaucoup à une certaine époque dans le comité de rédaction de la revue Adolescence, dont j'ai fait partie longtemps, puis j'ai dirigé la revue quelques années. Donc nous discutions avec Raymond Kahn, Catherine Chabert, Jean-Luc Donnet, Philippe Guton, qui était le fondateur de la revue, et bien d'autres collègues. Régulièrement, nous retombions sur cette question. Qu'en est-il de ces adolescents, par exemple garçons, dont on dit bon, il vaudrait mieux que je l'adresse à un collègue qui soit un homme, parce qu'il a besoin de pouvoir cimenter une identité masculine plus forte et s'éloigner de sa captation par une imago maternelle ou une trop grande proximité mal différenciée avec le psychisme de sa mère. Alors on va l'envoyer chez un collègue homme. Ou d'une jeune fille, on va l'envoyer chez une collègue femme parce qu'elle aura plus de facilité à parler de sa sexualité avec une collègue femme, ça sera moins incestueux et dérangeant que si c'est avec un homme où il y aura des interactions problématiques. Je le caricature de façon un peu naïve. Cette question est néanmoins bien réelle. Elle revient régulièrement dans l'histoire de la psychanalyse, et j'en parle moi dans mon livre à un moment donné, dans le cas clinique le plus long dont je traite, qui est le cas de patiente que j'ai renommée Catherine, hein, en débat avec une collègue belge qui développe un point de vue parallèle, Jacqueline Godefrin, mais avec une conclusion différente. Elle dit, dans certains cas où la problématique de certaines femmes, c'est vraiment la relation précoce avec la mère qui les met dans une situation de dépression larvée tout au long de leur existence, parce qu'elles n'arrivent pas à faire le deuil dans la nostalgie qu'elles sont de cette relation primitive, où les choses se sont passées de façon insatisfaisante dès le début. Ça ne peut se revivre, dit-elle, qu'avec une femme. Et moi, j'ai l'expérience
de plusieurs patientes qui en sont, parfois des collègues, qui en sont à leur deuxième, troisième, quatrième tranche d'analyse. Elles ont toujours été voir des femmes pour essayer de traiter cette question. En désespoir de cause, elles vont voir un homme, elles arrivent chez moi. Je les vois plus, alors qu'elles ont été longtemps sur le divan, je les vois plutôt en face à face, une fois ou deux fois par semaine. Et on arrive à traiter ce point précis. D'une part, parce que le fait qu'il y ait une différence anatomique des sexes, ça a l'air de rien, mais c'est quand même quelque chose, si je puis dire. Ça introduit une sorte de différence signifiante minimale sur laquelle elles peuvent s'appuyer pour savoir qu'elles ne sont pas replongées dans la même problématique dont elles souffrent depuis longtemps. Hein. Et d'autre part, ça va pouvoir être travaillé avec un homme qui lui-même a un rapport un petit peu différent avec cette relation primitive au maternel primaire. Alors dans le cas de cette patiente que j'ai appelée Catherine, c'est un petit peu ce qui se passe. Elle, c'est une première analyse. Pendant très longtemps, j'ai l'impression qu'elle cherche avec moi dans son transfert à régler des comptes sur un mode hystérique un peu classique, avec un père à la fois admiré et détesté, parce que c'était un patriarche séducteur, pas vraiment incestueux, mais malgré tout dans une mainmise sur l'ensemble de la famille qui peut faire penser au père de la Horde, qui lui, dans la pensée freudienne, est franchement le père incestueux. Donc elle réglait des comptes dans une relation comme ça avec moi très ambivalente, où elle se posait dans une sorte de dialogue d'égal à égal et de contestation féministe de la psychanalyse, tout en demandant à la psychanalyse de l'aider à progresser. Et je ne voyais pas que le point fondamental de sa relation transférentielle la plus inconsciente, c'était une relation régressive extrêmement trouble, où dans sa toute petite enfance, elle était en souffrance psychique parce qu'elle avait été hospitalisée plusieurs fois, parce que sa mère n'arrivait pas très bien parfois à lui procurer les soins les plus élémentaires qu'on procure à un bébé. Elle en avait des souvenirs fragmentaires, elle en avait des récits qui lui en avaient été faits par sa mère elle-même ultérieurement. Et tout cela était revenu au cours d'une séance où elle m'avait raconté une crise de vomissement, des malaises corporels, une diarrhée, quelque chose d'extrêmement régressif qui m'avait mis dans un très grand état de malaise corporel sur lequel je ne savais pas mettre de mots moi-même, où j'avais l'impression de ressentir exactement ce qu'elle ressentait, et d'être dans un état de trop grande proximité avec elle. Et je me suis dit, il est en train de se répéter là, entre elle et moi, ce qui se passait dans sa toute petite enfance avec sa mère, où sa mère n'arrivait pas à dire non à cette confusion primitive lorsqu'elle lui donnait ses premiers soins, où elle la nettoyait, la lavait, et que là, il y avait quelque chose qui avait besoin d'être rejoué dans cette confusion où moi-même j'étais en difficulté, pour que je puisse, moi, dire non. Et je disais non en silence, intérieurement. Je disais non, je ne veux pas me laisser entraîner dans ce marécage. Et à partir de là, j'ai pu comprendre qu'elle avait beaucoup plus besoin de retravailler sa relation primitive, non seulement à sa mère, mais à la féminité et au féminin, à l'énigme de la féminité et du féminin, qui était en jeu dans tout son discours sur sa quête féministe, et à tout son discours, à la façon dont elle se situait avec ses amants successifs, dont elle changeait régulièrement, tout en continuant à chercher quel était l'homme qui lui conviendrait, n'en trouvant jamais un, et quelle était la femme qu'elle devait être avec cet homme qu'elle cherchait, tout en interrogeant aussi son possible destin homosexuel qu'elle considérait comme une issue possible et qu'elle refusait ensuite. Donc quelque chose d'assez complexe. Si vous me permettez juste un mot, à propos de Chapelle, je crois que c'est dans Analyse profane, ou
Freud défend la pratique psychanalytique par des non-médecins, puis il parle un peu aussi de son propre parcours. À un moment donné, comme il le fait souvent, il dialogue avec quelqu'un qui contesterait son point de vue et qui lui dirait « Mais pourquoi, Monsieur Freud, utilisez-vous tous ces nouveaux concepts si compliqués et obscurs que vous nous proposez, votre métapsychologie ?» Et Freud de répondre « Mais vous savez, j'emploie des mots qui viennent de la langue populaire, essentiellement, des mots qui sont... des métaphores, tout comme mes patients, qui manquent souvent d'humanité, mais qui sont extrêmement intelligents. Et je crois que c'est la situation actuelle. On voit bien qu'il y a une crise de transmission de la culture dans les grandes institutions culturelles. C'est ce dont je parle dans la première partie du livre, hein, en particulier dans l'université ou dans le monde des arts, du cinéma, de la littérature. Et néanmoins, on le voit bien, c'est ce que vous disiez, Delia, avec nos patients, ils sont là avec une demande et une qualité de présence et une intelligence dans leur possibilité de faire un travail analytique qui n'est pas moindre que jadis, pas du tout. Ce qui nous amène à pouvoir être optimistes. Oui, En effet. S'arrêter sur ces mots d'optimisme, Oui. on en a besoin. Sans doute. Merci. Merci à tous.